Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart. Femme, vie, liberté, voici 3 mots qui ébranlent la République islamique d'Iran depuis le 16 septembre et le décès de Mahsa Amini, 22 ans, tabassée à mort pour un voile mal ajusté. Chaque jour, jusque tard dans la nuit, des milliers de personnes descendent à travers tout le pays. Dans les petites comme dans les grandes villes, ils affrontent les forces de l'ordre. Un soulèvement exceptionnel, impulsé par les femmes et qui transcende les classes sociales. Peut-il faire tomber le régime des mollahs? C'est l'une des questions qui va nous occuper avec nos invités. Bienvenue. Bienvenue à vous également, Shoura Makaremi. Vous êtes anthropologue, issue d'une famille d'opposants communistes au régime des mollahs. Votre mère et votre tante ont été condamnées à mort et exécutées dans les années 80. Vous avez retracé il y a 11 ans leur destin tragique dans un livre, Le Cahier d'Aziz, au cœur de la révolution iranienne. C'était aux éditions Gallimard. Jean-Pierre Perrin, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart, tu couvres pour Mediapart l'Iran depuis des années. Bienvenue. Et bienvenue dans À l'air libre, l'émission de Mediapart, une émission en accès libre qui n'est possible que grâce à vos abonnements, donc abonnez-vous. Les images, les vidéos qui nous parviennent d'Iran depuis 13 jours et alors que la censure d'Internet s'accélère sont incroyables, exceptionnelles. Elles révèlent le courage des Iraniennes qui défient le pouvoir spontanément, sans aucune organisation, en solidarité avec Mahsa Amini. On les voit ciseaux à la main, se filmer en train de se couper les cheveux en riant ou en pleurant, tant le geste n'a rien d'anodin. Regardons cette jeune femme sacrifiant sa longue chevelure dans sa salle de bain. On les voit aussi brûler leur hijab en dansant autour de feux de joie. On les voit manifester tête dévoilée, ce qui est très risqué en Iran où le voile est obligatoire. Les images qui nous parviennent révèlent aussi la répression féroce d'un régime acculé qui n'entend pas céder face à ces 3 mots, femme, vie, liberté, incompatibles avec sa théocratie autoritaire et qui sont devenus le principal slogan. Que vous inspirent ces images à chacun et chacune d'entre vous? Oui, c'est une grande surprise, une colère également, beaucoup de joie. Qui se partage avec aussi de l'inquiétude et de l'anxiété à mesure que la répression répond à ces manifestations. Alors pourquoi le voile, pourquoi les voiles sont brûlés comme ça ou brandis dans un geste de joie qui est très... il y a beaucoup de empowerment, il y a beaucoup d'empouvoirment quand on voit ces images. C'est parce que finalement le voile est une ligne rouge du régime. Il y a eu des manifestations contre le voile. Il y avait Vida, cette jeune fille de la rue de la Révolution, qui brandissait en drapeau son voile blanc et elle a été arrêtée. C'est devenu une prisonnière politique. C'est une des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. C'est-à-dire que c'est vraiment un des fondements de la théocratie actuelle. Donc on s'attaque à l'os du régime, d'une part, et d'autre part, c'est un symbole de ce que des féministes iraniennes, parce qu'en fait, il y a un mouvement féministe iranien très puissant depuis plus de 2 décennies, ce que les féministes iraniennes ont théorisé comme l'apartheid de genre. Donc c'est un régime de discrimination juridique, politique, sociale, d'inégalité qui touche 50% de la population, c'est énorme. Et en fait, c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui et c'est ça qui fédère, comme vous le dites, une population extrêmement hétérogène. Donc... Et le voile est obligatoire depuis 1979, ceci dès l'âge de 7 ans. Jean-Pierre, toi, quelle a été ta réaction quand tu as vu ces images pour la première fois? Oui, aussi une grande surprise. Le voile, c'est, comme tu l'as dit, c'est quasiment un fondement de la République islamique parce que, justement, le Shah, lui, avait essayé de libérer les femmes de leur foulard. Et donc, il y avait tout un mouvement d'émancipation qu'il avait entrepris. Alors, évidemment, le Shah, ça n'empêche pas que ce fut un régime brutal, un régime où la SAVAK avait une importance considérable, où la répression était quotidienne, mais en même temps, il avait participé à l'émancipation des femmes. Et en imposant le foulard, le régime montrait bien qu'il était
comment dire, qu'il brisait le régime du Shah et qu'il instaurait un nouveau régime. Donc c'était une sorte de barrière politique entre avant et aujourd'hui, mais évidemment aussi ça recouvre beaucoup d'autres choses. Le voile, c'est tout un monde en fait, ce voile, le patriarcat, les interdits religieux. Donc avec cette volonté de se débarrasser du voile, on entre dans quelque chose de nouveau, ce qu'on n'avait pas vu lors des précédentes manifestations de 2017, de 2019 et même de 2010-2011. Donc on peut dire que c'est d'abord et avant tout un mouvement contre le voile obligatoire. Alors oui, mais ce n'est pas que ça. Il ne faudrait surtout pas le réduire à ça. Comment on peut le qualifier? Est-ce que c'est une révolution féministe? Est-ce que c'est aujourd'hui une révolte contre la dictature? On a deux slogans majeurs, femmes, vie, liberté, et on a également mort aux dictateurs politiques et économiques. Chaoura, vous, j'ai lu un de vos threads sur Twitter où vous n'étiez pas trop d'accord pour dire que c'était justement une révolution de femmes. Pourquoi? Ou c'était trop tôt en tous les cas pour le dire? Non, en fait, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On ne sait absolument pas comment les choses vont évoluer. Ce que j'étais pas d'accord, c'est pour dire c'est un mouvement de femmes. Ce n'est pas un mouvement de femmes, en fait. Il y a des femmes, il y a des hommes. C'est un mouvement féministe. Et c'est un mouvement féministe, pour moi, intersectionnel, parce que Jina Mahsa Amini était une jeune kurde, et je pense que ça a joué sur le déferlement de violence et l'impunité de la police de la moralité, de la police des mœurs. Il y a une jeune manifestante qui a été violée au Sistan-Baloutchistan, ce qui a aussi embrasé le Sistan-Baloutchistan depuis 2 jours. Et c'est pareil, le Sistan-Baloutchistan, c'est une minorité ethnico-religieuse extrêmement réprimée en Iran. Donc, il y a la question des minorités, des subalternes, il y a la question de la crise économique et de la presque disparition, ou en tout cas de la compression de la classe moyenne iranienne, du fait du régime des sanctions, du fait du Covid, etc., et de la corruption grandissante. Et donc, en fait, je pense que le féminisme, étant donné que ça a été un mouvement, une organisation en Iran à la fois intellectuelle et pratique, beaucoup de juristes, de journalistes, etc., qui, depuis plus de 2 décennies, a réussi à s'organiser à des réseaux puissants, notamment via la campagne pour 1 million de signatures, qui les a eues pour changer la Constitution, mais qui a été réprimée. Et donc, en fait, tout ça fait que le féminisme, pour moi, a à la fois intellectuellement et de façon pratique les outils, en fait, pour arriver à fournir un cadre d'expression d'une demande politique. De changement, vraiment. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un mouvement de femmes, c'est un mouvement féministe, et c'est pas un mouvement, c'est en effet une situation insurrectionnelle qui peut, si la grève fonctionne bien, se transformer en situation révolutionnaire. Si on regarde la carte des mobilisations, c'est une grande partie du pays qui se mobilise, de la mer Caspienne au golfe Persique, de la frontière turque à la frontière afghane, quelles que soient les origines sociales et ethniques. C'est donc un mouvement transclasse, et ça, Jean-Pierre, ça aussi c'est inédit. Alors vous l'avez dit, il y a des hommes qui manifestent aux côtés des femmes, ils sont unis. Est-ce qu'ils sont en soutien au mouvement des droits des femmes, ou est-ce qu'ils sont uniquement dans une convergence de lutte, comme tu viens de l'évoquer Jean-Pierre, face à une dictature? Je crois qu'il y a les deux. Il y a effectivement des hommes qui soutiennent les femmes, d'ailleurs avec des slogans qui sont très... Disons, nos sœurs sont attaquées, nous devons les défendre. Et puis, il y a aussi tout ce qui s'agrège autour, c'est-à-dire une demande globale de liberté. Et juste un détail, si on regarde par exemple les romans qui sont publiés en Iran, chaque année, il y a un grand nombre de romans. On s'aperçoit que si on prend 10 romans, il y en a 7 ou 8 qui sont écrits par des femmes. C'est pas anodin. Ça veut dire que les femmes sont en avance, en quelque sorte, sur le plan à la fois des résultats dans les universités, à la fois sur le plan des créations littéraires et autres. Et en même temps, ce sont celles qui ont le moins d'emploi, ce sont celles qui sont le plus marginalisées dans la recherche, justement, d'emploi. Donc, évidemment, on a un anachronisme. D'un côté, on a le voile, et de l'autre côté, on a toute une population féminine qui, elle, est en avance par rapport au reste de la société. Alors vous le disiez, Mahsa Amini était kurde iranienne, une minorité donc réprimée depuis des décennies, d'ailleurs qui défend l'égalité des sexes, et ça aussi c'est incompatible avec la théocratie autoritaire iranienne. Est-ce que sa mort remet la question kurde sur le devant de la scène? Et hier, on en parlait avant le début de l'émission Jean-Pierre, l'Iran a bombardé le Kurdistan irakien, qui est un peu la base arrière de l'opposition kurde iranienne. D'une partie de l'opposition iranienne, où le soutien aux manifestations anti-régime est très fort. Au moins 13 personnes ont été tuées et une 50aine blessées, selon un bilan provisoire des autorités de la région autonome. Chaoura, oui, la question kurde revient sur le devant de la scène?
Oui, absolument. Et en fait, en effet, ces partis d'opposition kurdes ont un rôle important dans l'organisation des manifestations qui sont parties du Kurdistan. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de Jina Amini, au moment de ses funérailles, les femmes ont refusé que le Orkhund, le mollah local, prenne la parole, que les hommes prennent la parole. Les femmes ont pris la parole au moment des funérailles et ensuite les premières manifestations sont parties d'ici. Et simplement, et je vais répondre à la question kurde, mais simplement pour revenir sur cette question des femmes, si l'on écoute la rue iranienne, il n'y a pas une fois le slogan non au hijab, par exemple, qui est dit. Les seuls slogans sont ceux d'un changement de pouvoir. Il n'y a pas de slogan sur « nous voulons des droits ». Donc il faut écouter le fait qu'il n'y a pas une revendication de droit de la part de la rue et ce que ça veut dire. Mais en termes de ce qui est revendiqué, c'est mais femme, vie, liberté, c'est une revendication. Ben, en fait, c'est une revendication, mais c'est pas une revendication de droit. Femme, vie, liberté, c'est un projet, en fait. C'est un projet politique, femme, vie, liberté. En tout cas, moi, je n'entends aucune revendication de droit. Quand on dit « où est mon vote ?», c'est une revendication de droit. Quand on dit la vie moins chère, c'est une revendication de droit. Mais par contre, quand on dit, je ne sais pas, c'est notre dernier message, ce que nous voulons, c'est un changement d'ordre, qui est un des slogans, ça, c'est pas une revendication de droit. Et la question kurde est absolument essentielle parce qu'en fait, la question kurde a été aussi à l'origine de la construction de ce régime théocratique, puisque dès le printemps 1979, en fait, il y a eu une répression très très dure au Kurdistan qui a généré une situation de proto-guerre civile. Et en fait, le CEPA, les forces armées des gardiens de la Révolution, le Kurdistan, pour eux, a été un vrai laboratoire. Donc, ils se sont construits là-bas dans toutes les techniques de répression qu'ils ont mis en place au Kurdistan. Ça a été le moment où cette force militaro-sécuritaire, en fait, s'est construite. Donc, il y a toujours eu le Kurdistan. La question kurde a toujours été au fronton le gouvernement en fait par la force. Alors pourquoi bombarder aujourd'hui le Kurdistan irakien ? Parce qu'il abrite une partie de l'opposition. Oui, mais pas seulement. C'est aussi une vieille technique du régime qu'il utilise depuis le début. Lorsqu'il est confronté à de grosses difficultés, eh bien, il externalise la crise, c'est-à-dire qu'il invoque une menace quelconque pour pouvoir intervenir à l'extérieur du pays, externaliser la crise, donc, et en essayant de faire en sorte que ça cache un petit peu la situation intérieure dramatique. Donc, on va avoir une montée de la tension au Kurdistan et ça va un peu détourner l'attention. Enfin, c'est son objectif. Je ne dis pas qu'il va y arriver, évidemment, mais il y a toujours chez le régime iranien, à la moindre difficulté, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, que ce soit au Yémen, une volonté d'externaliser les crises internes. Alors, justement, Jean-Pierre, tu consacres ton dernier article qui a été publié ce matin sur Mediapart à la répression féroce meurtrière. Mais à ce jour, les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, l'armée d'élite au service du guide suprême d'Ali Khamenei, soit le plus haut responsable politique et religieux en Iran, et donc de fait le chef de l'État de la République islamique, ils ne sont toujours pas intervenus. C'est surprenant quand on connaît leur rôle central dans la machine répressive. Comment tu l'expliques ? Je crois que s'ils interviennent, ça sera le bain de sang. D'ailleurs, ils l'ont dit très très tôt. Ils ont fait un communiqué pour dire que tous ceux qui manifesteraient, les manifestations seraient assimilées à une sédition. Donc une sédition, ça veut dire qu'on a le droit de la mater par tous les moyens, y compris avec des armes à feu. Donc je crois qu'ils attendent que le bon moment qu'ils choisiront pour la répression. Mais en revanche, s'ils n'interviennent pas directement, des émanations en quelque sorte des Pasdaran, eux, des gardiens de la Révolution, donc interviennent. Par exemple, les Bassidji maintenant, qui sont les miliciens, ont été rattachés en 2007 au Pasdaran, et eux, ce sont le gros des forces de répression, mais ils ne sont pas une armée d'élite. Et puis il y a aussi des groupes, divers groupes, dont je donne le nom dans l'article, qui interviennent de façon totalement illégale, puisqu'ils ne sont pas du tout enregistrés comme force de répression, mais qui ont un rôle, qui sont destinés surtout à faire peur par leur violence aux manifestants. Donc nous avons toute une galaxie en fait de forces de répression. Ça va des soldats, des policiers, des miliciens, des unités des renseignements aussi qui ont des capacités également d'intervenir dans les manifestations. Mais la force d'élite elle-même, les Pasdaran, qui sont une force considérable, puisqu'ils sont 36 corps d'armée répartis sur l'ensemble du territoire iranien. Il n'y a pas
pas une province où il n'y a pas un corps des pasdaran, qui sont en plus autonomes, et c'est-à-dire ils sont très modernes. C'est-à-dire ils ont copié un petit peu ce qu'on peut voir sur sur le terrain israélien, par exemple. Et donc ces 36 corps de pasdaran, eh bien, peuvent intervenir à tout moment. Et là, c'est le pire. Quand ils interviennent, le pire est toujours à craindre. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le feu vert du guide suprême, qui, lui, n'a toujours pas parlé. Est-ce parce qu'il est en bout de course? Est-ce que c'est le signe de division au sommet du régime? Pourquoi, au 13e jour de manifestation, Ali Khamenei n'a pas parlé? Alors, je crois d'abord que le guide est largement dépassé par les événements et que le pouvoir, aujourd'hui, est entre les mains des gardiens. C'est eux qui diront c'est le moment d'intervenir au guide, et le guide légitimera ensuite leur intervention. Mais je crois que finalement le pouvoir maintenant est plus un pouvoir militaire qu'un pouvoir religieux. Vous êtes d'accord, Chawar? En fait, sur la question du silence, en Iran, ça a toujours été ça. Ça fait des années qu'on se demande qui est la marionnette de l'autre. Est-ce que c'est le guide suprême qui dirige le CEPA? En 2009, on s'est rendu compte que c'était le guide suprême qui dirigeait le CEPA. Ou est-ce que c'est le CEPA qui dirige le guide suprême, là, à la faveur de sa maladie et de sa crise de succession? Peut-être qu'en effet... De son âge aussi. Les choses ont changé. Cependant, la question du silence est très importante pour moi. Le fait de garder le silence, ce silence fait monter une tension, une anxiété et une peur qui sont énormément à prendre en compte en termes de gouvernement par la peur. C'est une technique de gouvernement, vraiment. C'est-à-dire que les Iraniens ont été socialisés, ont quand même grandi dans un régime autoritaire, et donc cette peur pour ce que le régime est capable, ce que le pouvoir est capable de te faire s'il t'arrête, est quelque chose qui est important et qui aujourd'hui est utilisé. Donc tout le monde attend de voir en effet que va dire le guide suprême et pourquoi est-ce que le CEPA n'agit pas. Et étant donné que Internet a été coupé, donc on est dans cet état de suspension, et c'est très important parce que ce à quoi on assiste, c'est des émotions révolutionnaires très puissantes. La colère, la joie, cette espèce d'exaltation, c'est exactement la différence entre quand on a des flirts et puis qu'on se dit « Ah mais ça y est, ça c'est le grand amour ». Moi, j'ai l'impression que tout le monde dit « Cette fois-ci, c'est différent » avec ces manifestations. Donc en fait, il y a un énorme enjeu à désactiver ces émotions collectives, et la peur, l'intimidation et l'angoisse sont des techniques, et c'est pour ça que les ONG parlent de 3000 personnes arrêtées on ne sait pas par qui elles ont été arrêtées, on ne sait pas où elles ont été emmenées pour beaucoup, ce qu'il va leur arriver, puisque en 2009, les manifestants arrêtés étaient emmenés à Khalizak, dans un centre de détention secret où il y a eu beaucoup de viols et il y a eu des tortures. Donc on a ces images-là et on sait tout ça. Et donc cette angoisse et cette peur par rapport à ce que les régimes peuvent faire est un élément à prendre en compte. Donc je pense qu'il faut que aussi, quand on regarde cette actualité, on soit conscient du fait qu'on n'est pas en train de juste rapporter des faits de façon objective, mais que la façon dont on se situe par rapport à ces faits et on se laisse ou pas gagner par l'angoisse est un élément dans la suite de la façon dont les choses peuvent se dérouler. Des sportifs, des artistes iraniens prennent position et appellent à soutenir le mouvement, même des politiques, des religieux. Je pense par exemple au cinéaste iranien, 2 fois oscarisé, Asghar Farhadi, d'habitude si prudent, respectant les lignes rouges afin de pouvoir faire ses films. Il a publié une vidéo sur Instagram où il appelle à se lever en soutien au mouvement. On écoute un extrait. Everyone who believes human dignity and freedom to stand in solidarity with the powerful and brave women and men of Iran. Plusieurs footballeurs internationaux iraniens ont aussi publiquement pris le parti du peuple, à l'image de Sardar Azmoun, la star de l'équipe nationale. Avant d'affronter le Sénégal en match amical ce mardi, les joueurs iraniens ont caché leur maillot sous des vestes noires en solidarité avec les manifestants. Ce qui peut leur coûter très cher. L'ancien capitaine de l'équipe nationale, Ali Karimi, a vu sa maison mise sous scellé et ses biens confisqués pour son soutien à l'insurrection. C'est le tabou de la peur qui a véritablement sauté dans toutes les couches de la société. Alors, je serais un peu plus nuancé. Le tabou de la peur a sauté, mais la peur, elle est quand même là. Je veux dire, quand vous affrontez des gens qui sont prêts, finalement, soit à vous arrêter, voire à vous tuer, vous avez le sentiment de peur, il est inhérent au fait d'être un manifestant en Iran. Et puis le sort des prisonniers dans les prisons iraniennes n'est jamais enviable, au contraire. Donc je crois que la peur est là, mais ils arrivent à passer au-dessus de la peur. Mais je crois quand même que la peur, comme vous l'avez dit, est un élément essentiel avec lequel le régime joue et sur laquelle il a toujours joué. Est-ce que le régime peut tomber? Question difficile, je sais.
Alors, en principe, non, parce que le mouvement n'est pas organisé, il n'y a pas de parti pour le soutenir, il n'y a quasiment pas de syndicat, la société civile reste quand même, si elle existe, reste encore assez faible, et puis il n'y a quand même pas il n'y a aucune vraiment de structure clandestine qui pourrait organiser la révolte, l'insurrection, mais rien n'est impossible, je crois, parce que quand on voit quand même tout ce qui bouge actuellement en Iran, je crois que le régime est quand même dans une situation très inconfortable, comme il ne l'a jamais été, et on ne peut pas exclure quand même que le régime soit bousculé. Tout dépendra de sa capacité à réprimer, et à ce moment-là, ce sera malheureusement la tragédie, mais l'heure de vérité aussi. Parce qu'effectivement, le passé récent montre qu'ils sont capables de tuer dans l'œuf toute contestation. Ça a été le cas en 2018, 2019, 2020. Chaoura, vous craignez que cela se passe de la sorte ? Alors moi, comme je vous ai dit, je crains pas parce que je suis consciente du rôle de la peur en fait en tant qu'arme du pouvoir. Donc c'est très important de pas craindre et de ne pas justement faire grandir cette peur-là. Il faut pas que le régime puisse retisser le rideau de la peur qui en effet vient de tomber. C'est vrai que j'estime que le pouvoir n'a pas encore répondu. Pour moi, le pouvoir n'a pas encore répondu à la hauteur de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que les gens sont dans la rue et ils disent « mort à la dictature », « mort au dictateur ». Donc non seulement abat ce pouvoir, mais en plus, Ali Khamenei est un dictateur. Donc ils disent deux choses. Et pour l'instant, pour moi, il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu une espèce de maintien de l'ordre à minima, et c'est vrai que ça peut paraître scandaleux de dire ça, mais 70 morts, alors qu'il y en avait eu 1500 en 2019 en moins de temps. Pour moi, la réponse n'est pas encore arrivée. Cela dit, le régime peut tomber oui ou non. C'est vrai que personne peut rien prédire. En 1978, il y avait des fascicules qui expliquaient pourquoi est-ce qu'une révolution était absolument impossible au Moyen-Orient à l'époque. Et quelques mois plus tard, on a eu février 1979 et la révolution iranienne. D'autre part, cette révolution iranienne de 79, les premières manifestations, les premières insurrections ont commencé en septembre 78, vous y étiez. Sauf qu'à cette époque, il y avait le réseau des mosquées, et les réseaux des mosquées abritaient les manifestants, donnaient à manger aux manifestants, soignaient les manifestants, et ils ont joué un rôle absolument considérable avec les partis de gauche aussi. Mais je veux dire, il y avait quand même quelque chose, si vous voulez, qui est aujourd'hui, qu'on ne voit pas actuellement. Les partis de gauche, même réprimés, étaient quand même existaient, et on les a vus ressurgir, en particulier les Moudjahidines du peuple, par exemple, qui ont formé quand même, qui ont donné des cadres à ce mouvement. Là, nous n'avons rien de semblable, et nous avons un paysage totalement lisse. Nous avons une insurrection qui n'est pas... Attends, Chaoura, va y aller. Oui, parce que en fait, moi, j'ai au moins 3 choses à dire. Les syndicats ne sont pas si faibles. Il y a un mouvement syndical puissant en Iran qui a été réprimé dans les dernières années, et c'est un mouvement syndical, le syndicat des ouvriers, Haftapé par exemple, le syndicat des enseignants, même des mouvements de retraités. Il y a eu quand même des mouvements sociaux très réprimés, mais ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui ont l'habitude depuis 20 ans d'aller et venir en prison. Ils ne se laissent pas intimider facilement. Il y a des réseaux de soutien des familles des syndicalistes, il y a des caisses de grève, des réseaux extrêmement puissants également. Seppi Deroglian, qui est une des figures, une jeune femme féministe, fille de syndicaliste, qui est devenue une des figures de la résistance politique dans les dernières années. D'une part, donc et le mouvement étudiant, lundi on parlait de plus de 10 ou 15 universités qui avaient rejoint la grève, où les étudiants et les professeurs avaient rejoint la grève. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. C'est-à-dire aussi qu'on n'est pas capable de bien évaluer le nombre, les chiffres, à cause du problème d'Internet. Deuxième élément, ce mouvement féministe, ce réseau féministe, parce que par exemple aujourd'hui, les personnes qui ont la parole aussi à l'étranger, beaucoup de personnes qui pensent ce qui est en train qui analysent ce qui est en train de se passer, des journalistes, toi par exemple, sont des gens qui viennent à la fois, qui sont héritiers du mouvement de 2009 et aussi qui sont héritiers du mouvement de la campagne 1 million de signatures. Et il y a tout
toute une génération qui a été formée. Ce n'est pas cette génération aujourd'hui qui est dans la rue, puisque c'est la génération Z. Ça, c'est encore le troisième élément. C'est-à-dire que si on réfléchit en termes de cadres et de projets politiques et de partis, c'est une réflexion qui est aussi qui appartient à une pensée politique qui peut-être est en train d'être ébranlée aujourd'hui par de multiples techniques à la fois de manifestation et de propagation de l'information qui sont celles de 2022, donc d'une part. Et d'autre part, les gens laissent leurs portes ouvertes, ce qui n'était pas le cas en 2009, pour que les manifestants puissent venir se cacher. Il y a des nouvelles façons de manifester, manifester de chez vous, manifester, crier sur le toit, manifester en voiture, il y a les manifestations de voiture, etc. Et donc du coup, je pense qu'il faut aussi qu'on soit attentif, et c'est ça qui pour moi fait une situation révolutionnaire, c'est que non seulement les éléments de ce qui normalement fait une révolution peuvent être réunis, notamment le contexte international. On n'a jamais parlé de l'importance en relations internationales de l'affaiblissement extrême de l'allié russe. Aujourd'hui, pour comprendre le développement possible en Iran, ça personne n'en parle. Mais d'autre part, une révolution est innovante. Et aujourd'hui, on a affaire à des innovations en Iran. Il y a une dimension un petit peu innovante à laquelle il faut être sensible, à mon avis. Il y a la question des grèves aussi, c'est-à-dire que une opposition ne se joue pas uniquement dans la rue et dans les manifestations. Et donc, ce que les analystes ont beaucoup souligné, c'est qu'il y a une deuxième phase, et qui est celle de la grève, qui a été appelée par les enseignants, qui a été suivie par les étudiants, beaucoup. Oui, il y a beaucoup de façons de manifestation, oui, bien sûr. Mais c'est pas uniquement la manifestation, c'est pas uniquement des manifestations dans les rues. La grève et les appels à la grève qu'il y a aujourd'hui, la grève est une autre façon de oui, bien sûr, c'est une façon de vraiment lutter. forte. Est-ce que c'est suivi ? Alors pour l'instant, ça reste dans le secteur de l'éducation. Oui, pour l'instant, les transports. Les transports. Alors voilà, oui, ça je savais pas. Les transports, je crois que c'est plus important que l'éducation, parce que les transports, ça empêche justement de circuler finalement. Et puis le syndicat des transports est sans doute le syndicat le plus puissant en Iran, clandestin, qui a énormément souffert de la répression, mais en même temps qui est très très vindicatif, qui est très très revendicatif. À travers le monde, les manifestations se multiplient en soutien à la révolte iranienne. La France n'y échappe pas. Celle qui s'est tenue à Paris dimanche dernier avait pour slogan « France, le silence, ça suffit ». Elle a été réprimée au gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants d'atteindre l'ambassade d'Iran. Ces derniers ont dénoncé l'attitude du président français en pleine répression des manifestations. Le président français Emmanuel Macron a serré la main du président iranien Ibrahim Raïssi lors de leur rencontre le 20 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous connaissez quelque chose de cette période ? Oui, absolument. Il y a un des perpétrateurs, enfin un procureur, un assistant du procureur qui a mis en œuvre ces massacres-là dans la prison de Goahdach, qui vient d'être condamné à perpétuité par la cour de Stockholm en août dernier. Et c'est la première fois qu'il y a un tribunal qui, en fait, plus que de juger un perpétrateur, quelque part, la vérité juridique a permis, à défaut d'établir une forme de vérité historique. On ne sait pas combien de milliers de morts il y a eu. Amnesty parle de 12 000, d'autres parlent de 10 000. C'est très compliqué puisque de toute façon, les fosses communes sont détruites. Moi, en effet, ma mère est une des victimes de ce massacre. Mais le fait de maintenir le silence autour de ces crimes a été un enjeu, en fait, de redéfinition de la nature de ce régime pendant toutes ces années. C'est-à-dire que c'est à la fois un détail, mais c'est un détail très important, puisque est-ce que la République islamique est la manifestation légitime de la souveraineté populaire qui s'est exprimée au moment de la révolution de 1979, donc c'est une république islamique, ou est-ce que la République islamique est un régime théocratique qui s'est mis en place par un ensemble de relations de force qui ont lieu entre 79 et 81, et c'est ce que moi, dans mon travail historique, j'essaye d'examiner. Et dans ce cas-là, on a affaire à une dictature et un régime autoritaire. Et donc, cette question de la légitimité, qui est au cœur des manifestations d'aujourd'hui, le massacre de 88 était un élément très important pour la définir ou la nommer. Mais si je reviens à Raïssi et au fait que ça nous choque, par exemple, que Macron serre sa main,
c'est parce qu'on estime qu'il n'est pas le représentant légitime de la population iranienne. Quelque part, on fait la distinction entre les deux, et c'est pour ça aussi que les joueurs de l'équipe de foot couvrent leur maillot. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'insigne de la République islamique. Et donc, je profite simplement de ma présence ici pour souligner à tous ceux qui souhaitent marquer leur solidarité, qui est extrêmement importante sur les réseaux sociaux avec la lutte des Iraniens, de ne pas utiliser le drapeau iranien où il y a l'insigne de la République islamique au milieu, puisque finalement c'est contradictoire avec le fait d'être en solidarité avec le mouvement actuel. C'est vrai que l'actualité en Ukraine, en fait, la lutte ukrainienne nous a habitués à être très sensibles au drapeau comme quelque chose d'extrêmement positif, comme marque de manifestation de la solidarité. Dans le cas iranien, c'est un petit peu différent. Donc le drapeau a une position différente. Rapidement, parce qu'on va devoir se quitter, de nombreuses Iraniennes interpellent les femmes occidentales, à l'instar de la journaliste et activiste féministe qui vit aux États-Unis, Masih Alinejad, qui brocarde les femmes politiques occidentales qui obéissent aux lois de ceux qui oppressent les Iraniennes en revêtant lors de leur venue le voile islamique. I ask you, when you go and visit the murderers of my country, Iran, don't wear hijab. Don't legitimize our oppressors. Et je voudrais aussi vous lire un tweet de l'actrice exilée en Occident, Golshifteh Farahani. Comment peut-on se dire féministe ? Comment pouvez-vous demander l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, soutenir MeToo et être absent pour le mouvement Mahsa Amini ? Elles ont raison, les féministes occidentales ne soutiennent pas assez la révolte iranienne ? En silence quand même. Hein. Il y a peut-être pas un très grand silence, mais il y a quand même un certain silence quand même. On s'attendait à ce qu'elles interviennent beaucoup plus quand même. C'est fondamental aujourd'hui. La lutte des femmes en Iran, c'est quand même sur quoi le monde entier a les yeux fixés. Donc on attendait beaucoup plus quand même de réactions de leur part. Et là, on a quand même... on les entend pas beaucoup, tout simplement. On en entend quelques-unes. Oui, bien sûr. Mais vous trouvez que c'est trop mou ? Oh bah oui. C'est pas seulement moi, mais je pense que les Iraniennes en général qui vivent en France le disent en tout cas. C'est dommage de ne pas se saisir de cette occasion de voir comment est-ce que le féminisme peut être une force politique, en fait. On n'est pas sur une question de droit, encore une fois, pour moi, on n'est pas sur une question de droit des femmes ou non. On est sur une question de la puissance politique du féminisme comme pensée, forme d'organisation, etc. Mais par exemple, Françoise Vergès était sur la BBC Farsi l'autre soir et analysait et exprimait son soutien à cette situation. Et c'est intéressant comment, encore une fois, c'est d'Iran, comme en 79, c'est d'Iran que vient en fait une actualité ou une réalité politique qui fait un peu bouger des lignes de ce qui existait jusque-là. Et là, peut-être que l'actualité qui vient d'Iran, ou par exemple, je peux citer Sepehri, qui est une militante pro-choix, donc qui elle-même... Fatemeh Sepehri, qui est une militante pro-choix qui elle-même est extrêmement voilée, femme de martyr de la guerre, et qui est pro-choix, donc contre le voile obligatoire, qui est une des plus vocales, une de celles qui parlent le plus fort contre le régime, et qui a été arrêtée d'ailleurs. Et même la fille de l'ancien président iranien, Hachemi Rafsanjani, Faezeh, qui aussi a été arrêtée et qui aussi est sur une position analogue. Et donc on voit bien, et le mouvement des femmes kurdes du Rojava de Syrie, qui elles-mêmes sont voilées, mais qui quand même brûlent des voiles, c'était magnifique ça. On a une femme voilée qui brûle un voile et qui explique pourquoi est-ce qu'elle le fait en solidarité. Donc on voit bien que là, la façon dont les choses sont problématisées autour de la question du voile en Occident et surtout en France ne tient plus en fait face à la réalité qui vient de là-bas, et où le projet féministe en tant que projet politique se pose de façon beaucoup plus complexe et intéressante. Merci à tous les trois pour votre participation, pour vos éclairages. On se quitte en musique avec une version persane du célèbre chant de révolte italien Bella Ciao. Il est repris ici par une jeune iranienne devenue un des symboles de la révolte en Iran. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Mediapart. N'oubliez pas, cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements, donc abonnez-vous.